Bonjour et bienvenue dans notre épisode de Grandes Lignes qui est dédié aux enjeux économiques africains. Aujourd'hui, nous abordons un thème essentiel, comment l'Afrique peut assurer le financement de sa croissance dans un contexte de fortes contraintes économiques et géopolitiques. C'est une des questions majeures qui ouvre la 7e édition de l'économie africaine, coéditée par les éditions La Découverte et l'Agence française de développement, aux côtés d'autres thématiques cruciales telles que l'adaptation au changement climatique ou les mobilités dans les villes africaines, que nous analyserons dans les 2 autres épisodes de cette série consacrés à cet ouvrage de référence sur les enjeux socio-économiques de l'Afrique. Grandes Lignes, le podcast de la recherche sur le développement. Le premier chapitre de l'économie africaine 2026 décrit une Afrique à la fois résiliente, mais vulnérable. Julia Brouillard, économiste principale à la Banque européenne de reconstruction et de développement, mais qui est aussi actuellement détachée au département Afrique de l'AFD et qui est surtout co-autrice de ce chapitre, illustre à quel point la conjoncture africaine à l'horizon 2026 est imprégnée de ce contraste. Je dirais que la croissance africaine est, comme le dit le titre du chapitre, sous contrainte. C'est-à-dire qu'il y a une croissance économique en Afrique qui est supérieure à la croissance économique mondiale. Pour 2025, on prévoit une croissance mondiale de 3,5%, une croissance africaine de 4,2%. Et pour 2026, on prévoit une croissance mondiale de 3,7% et une croissance africaine de 4,3%. Donc l'Afrique croît plus vite que le reste du monde. Mais cette croissance est évidemment sous contrainte. Elle est contrainte par les chocs internationaux, et ça c'est vrai du monde entier. On a eu une épidémie, on a eu des sujets politiques qui ont affecté l'ensemble du monde, mais il y a aussi des chocs continentaux, notamment des chocs climatiques qui affectent le continent directement, le continent africain, et aussi au niveau de chaque pays et de chaque région africaine, des difficultés qui définissent chacun des pays. Des économies africaines sont internes, mais il y a aussi des risques macroéconomiques globaux qui impactent négativement la croissance du continent. Et c'est cela que souligne Amaury Muliez, directeur adjoint du département diagnostic et économique et politique publique de l'AFD et qui est expert en risque pays et investissement. Du point de vue des risques macroéconomiques, finalement, les économies du continent africain ne diffèrent pas forcément des autres économies mondiales. En tout cas, il y a des risques qui sont partagés. On peut dire notamment qu'en ce moment, le chemin du désendettement, il est pentu et étroit, c'est-à-dire qu'en fait, il va exiger des efforts budgétaires très significatifs de la part des États africains et difficiles à faire accepter politiquement à leur population. Mais de ce point de vue-là, vous voyez bien que c'est finalement un challenge qui est comparable à celui d'autres pays. De même, tout choc externe qui va se présenter, que ce soit un conflit, que ce soit un événement climatique majeur ou une bulle financière qui éclaterait, tout choc externe va immédiatement pousser un pays hors de son chemin de crête, de redressement en matière de désendettement. Et ça, je dirais que peut-être la différence entre l'Afrique et le reste du monde, c'est peut-être l'étroitesse du chemin. En revanche, il y a une vraie différence entre l'Afrique et le reste du monde, et c'est peut-être, comme Julia vient d'en parler, l'atout d'une croissance plus dynamique, qui aujourd'hui est un facteur positif pour le désendettement des États africains. Et puis, à contrario, peut-être une faiblesse qui pourrait distinguer l'Afrique, c'est les ressources domestiques qui sont plus faibles. Et quand on parle de ressources domestiques, on parle à la fois des recettes fiscales, ou bien de l'épargne locale. Et donc, ces 2 ressources qui sont moins importantes en Afrique peuvent expliquer la vulnérabilité et la dépendance à des financements externes. Cette croissance aujourd'hui, elle n'emporte qu'une petite part de la population active, une petite part de l'économie réelle de ces pays-là, dont une large part, en fait, continue d'être informelle. Et on y reviendra peut-être quand on parlera des ressources domestiques et de l'épargne en particulier. C'est sûr que la croissance africaine, si elle passait par des canaux plus formalisés de l'économie, aurait un pouvoir de transformation et de rattrapage de niveau de vie qui serait plus important. Face aux incertitudes géopolitiques et aux pressions des risques macroéconomiques, le financement de la croissance africaine est totalement transformé et de plus en plus fragmenté et de plus en plus onéreux également pour ces économies émergentes.
En Afrique subsaharienne, seulement 53% de la population a accès à l'électricité. Pour tout développement économique et pour toute condition de vie, c'est un chiffre terrible. Les États africains, dans la mesure où ils sont insérés dans les circuits de financement mondiaux, en fait, pâtissent de la hausse, on va dire, généralisée du coût des financements depuis à peu près 2022. Beaucoup des banques centrales, en tout cas dominantes, ont monté leur taux directeur à partir de fin 2022 et début 2023. Et du coup, ça a eu un double effet. C'est que d'une part, les taux de référence auxquels les prêteurs mondiaux se réfèrent ont augmenté, donc ce qui a poussé l'ensemble des ressources à la hausse. Mais il y a eu un deuxième effet qui a été que du fait que les taux finalement sans risque, c'est-à-dire les taux qu'on peut obtenir en prêtant à des entités de pays très bien notés. Comme ces taux-là ont augmenté, eh bien, les investisseurs ont eu besoin de prendre moins de risques pour obtenir un niveau de rémunération qui leur satisfaisait. Et donc là où ils étaient poussés autrefois à aller vers des pays un petit peu plus risqués tels que les pays émergents, et les pays africains en particulier, eh bien là, la quantité d'argent disponible pour prendre ces risques a diminué puisque en fait, c'est des investisseurs qui finalement se trouvaient relativement bien lotis en prêtant à des pays mieux notés avec des taux d'intérêt qui de toute façon s'affichaient en hausse. D'autres bailleurs bilatéraux, c'est-à-dire des pays qui autrefois étaient peu présents dans ces financements de pays à pays. Alors on pense évidemment à la Chine, on pense également aux pays du Golfe. Et ces pays-là, qui autrefois n'avaient pas de politique de coopération et de financement internationaux, eh bien, se sont mis à prêter. Donc il y a eu une diversification et une multiplication d'acteurs, dont certains sont issus de ce qu'on appelle le Global South. Cette diversification a eu une certaine influence sur les équilibres financiers des économies africaines. La diversification des créanciers, en général, c'est une bonne chose pour un pays débiteur. C'est-à-dire que plus il va avoir de prêteurs, et plus il sera facile de négocier de bonnes conditions, de rembourser l'un quand l'autre lui prêtera. Donc la diversification des créanciers, et de ce point de vue-là, l'arrivée d'un créancier avec la puissance financière de la Chine est plutôt une bonne nouvelle. Mais évidemment, cette diversification, elle ne peut pas se faire à n'importe quelle condition, et on pense notamment aux conditions de remboursement et aux intérêts qu'elle paye. Or, en fait, quand on regarde avec un petit peu plus d'attention effectivement ce qui s'est passé pendant cette forte croissance des financements chinois, c'est que quand on regarde le stock en 2023, la Banque mondiale estime que seulement 4% de l'encours que la dette que la Chine a prêté à des pays subsahariens, seulement 4% de cet encours fait réellement l'objet de taux bonifiés ou de taux concessionnels, c'est-à-dire de taux d'intérêt très, très bas et donc intéressants pour ces pays. Et à côté de ces 4%, on a environ 70% de la dette qui est effectivement de l'aide officielle et publique du gouvernement chinois, mais à des conditions qui sont moins douces et moins favorables. Et puis on a même 24% de l'encours de dette chinoise, toujours sur le périmètre subsaharien, qui émane de banques ou en tout cas de conditions commerciales, c'est-à-dire souvent beaucoup plus onéreuses. Et puis l'autre point qu'il est intéressant d'observer sur la Chine, c'est qu'en fait, effectivement, la croissance s'est faite très rapidement, mais aussi des remboursements de ces États. Alors, toujours, j'insiste sur le fait que c'est le périmètre subsaharien. Le remboursement de ces États-là à la Chine, eh bien en fait, la somme de ces sommes payées est moins importante que les montants débloqués par la Chine. Donc aujourd'hui, et depuis 2020, et donc c'est pour la 4e année consécutive, parce qu'en 2024, le montant net a été négatif de plus de 8 milliards. Et donc depuis 2020, en fait, les flux financiers vont de l'Afrique vers la Chine pour rembourser les prêts mis en place depuis ces 15 dernières années et les intérêts sur ces prêts. Le dernier sujet que ça peut poser, c'est que lors de restructuration, comme certains pays ont pu en connaître, tels que le Ghana ou la Zambie ces dernières années, eh bien, la Chine a eu tendance à se positionner, y compris quand elle était créancier officiel, c'est-à-dire créancier public, elle a eu tendance à se positionner en exigeant le même niveau
de concessions que ce que pouvaient donner des investisseurs privés ou des investisseurs multilatéraux. Or, pour des raisons qui leur sont propres, tant les investisseurs privés que les banques multilatérales, souvent, ne font pas énormément de gestes ou de concessions lors des restructurations. Et donc, après, on peut tout à fait le comprendre de la part de la Chine, mais la Chine a eu du coup des positions de négociation plus dures que les autres bailleurs officiels, ce qui est un autre problème que doivent gérer les pays africains. Cette relative crise de financement de la croissance donc, fait émerger certaines innovations propres au continent et remet sur la table la question de la souveraineté financière des États africains. Les recettes sur PIB en France représentent environ 60% du PIB. Les recettes sur PIB en Afrique, en moyenne, on n'a pas de chiffres en termes absolus, mais elles sont souvent en dessous de 20% du PIB. Cette différence-là est clé pour la création la souveraineté financière des États africains, qui doivent pouvoir se financer dans leur propre pays et par leurs propres moyens, mais aussi pour le développement, encore une fois, des conditions de santé et d'éducation basiques pour toute la population. Donc la question, c'est comment on fait pour passer de recettes en dessous de 20% du PIB à 60% du PIB. Non pas que la France soit parfaite, mais disons comment on va vers cet objectif-là. Alors le premier enjeu sur la mobilisation des ressources domestiques, c'est la base. Combien de gens vont être taxés dans le pays ? Et évidemment, Amaury évoquait la question de l'informalité. Là-dessus, l'informalité est vitale. Et pour qu'il y ait de plus en plus un secteur formel dans une économie, la clé, c'est que ce soit intéressant pour les gens de cette économie de se formaliser. Pour se formaliser, il faut une administration fiscale qui ait des objectifs clairs, un système de taxation facile. Si c'est difficile de payer ses impôts, déjà que c'est pas très agréable, on n'a pas très envie de le faire. Et un résultat aussi utile, c'est-à-dire que quand je deviens formel, j'ai des choses à gagner, que ce soit parce que je peux exporter, que ce soit parce que je peux faire de la pub, je peux vendre, je peux employer. Donc toutes ces choses-là sont très importantes. Un outil qui est apparu ces dernières années qui est très utile à l'accélération de ces impôts sur PIB, c'est la digitalisation. Parce que la digitalisation, elle simplifie la façon dont on paye ses impôts, elle est accessible à tous, et aussi un facteur auquel on pense moins souvent, mais en fait, quand on fait peu confiance à l'État ou à l'administration fiscale, on fait souvent confiance à son téléphone et aux applications digitales. Ces trois facteurs-là font que les pays qui ont su appliquer une politique digitale dans l'administration fiscale ont accéléré leurs recettes sur PIB. Réduire la dépendance au financement externe, c'est la question centrale finalement des trajectoires de développement. Et pour moi, il y a deux types de ressources externes. Il y a les ressources fiscales dont Julia a très bien parlé. C'est quelle mobilisation on arrive à faire en faisant payer l'impôt et en le faisant mieux payer. Et il y a de l'autre côté la mobilisation de l'épargne locale. Et ça, c'est aussi crucial. Dans la dette externe des pays, il y a la dette externe qui dépend du gouvernement qui s'est endetté, mais il y a aussi la dette externe des acteurs privés qui se sont endettés. Et cet endettement externe privé, on peut le remplacer et on devrait viser à le remplacer par de l'épargne domestique. Cette épargne locale, elle manque aussi beaucoup dans les économies, émergentes. En tout cas, elle n'est pas fléchée vers l'économie, vers les entreprises. Et donc, c'est un déficit de financement qu'on retrouve du coup dans la dette externe de pays qui doivent s'endetter à l'extérieur. Le levier d'une part des politiques publiques, il y a aussi, je pense, très important, les politiques de lutte contre la corruption et lutte contre les circuits financiers criminels, qui sont à la fois une manière de recueillir plus de ressources fiscales, mais c'est aussi une manière d'améliorer le climat des affaires et de donner confiance aux investisseurs. Et puis, pour peut-être se focaliser sur l'Afrique sur un dernier sujet, je pense que ce qui est très important pour donc lutter contre cette dépendance à l'extérieur, c'est de réussir à créer un marché qui a une taille critique. En fait, aujourd'hui, les pays africains sont
globalement insuffisamment intégrée, même s'il y a des zones régionales d'ores et déjà de libre-échange ou de coopération. Mais en fait, à l'échelle de la planète, chacun de ces marchés individuels n'a pas encore la taille critique pour attirer des investissements. On a un différentiel de PIB énorme. Ce différentiel de PIB énorme fait deux choses. Une, c'est qu'en fait, le pouvoir d'achat dans les pays, dans un certain nombre de pays africains, est très peu élevé. Ce qui, en face, veut dire que l'offre de consommation est elle-même très peu élevée. Donc, si tu es un entrepreneur africain et que tu gagnes de l'argent, ton intérêt ne sera pas de garder ton argent dans le pays, mais de le mettre ailleurs où les marchés financiers seront plus développés, seront plus rentables, plus sécures. Ce qu'il faut, c'est que les mécanismes économiques se mettent en œuvre au niveau du pays et pas au niveau international. Et ça, c'est vraiment central. Pour assurer le financement de son ambition de transformation structurelle, l'Afrique doit donc se positionner dans un nouvel échiquier géopolitique en perpétuel mouvement et réévaluer ses liens avec ses partenaires tout en renforçant ces instances de gouvernance. Par certains égards, dans certains pays africains, on manque d'ambition de transformation. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur une croissance à court terme sans faire les efforts institutionnels pour créer une croissance diversifiée et solide. Alors, c'est important de dire que certains pays ont cette ambition-là et font l'effort pour transformer l'économie comme elle doit être transformée. Des réformes douloureuses qu'il faut vouloir, il faut une ambition, il faut une étendue politique, des institutions solides. Et quand ça est là, l'Afrique a tout à fait les moyens financiers pour sa transformation structurelle. D'autant plus qu'on a, je ne sais pas si on l'a véritablement évoqué, mais le potentiel de croissance africain est incroyable parce que, comme disait Amaury, le marché africain, s'il était intégré, est énorme. Les ressources sont évidemment énormes, mais il y a aussi un potentiel d'innovation, etc., énorme. Donc, c'est un peu des lieux communs, mais c'est le cas. Donc, ambition de transformation structurelle, si elle est là, l'Afrique a un avenir doré. Merci mille fois à Julia et à Amaury pour cet échange sur les enjeux économiques du continent. Vous retrouverez dans la description de l'épisode le lien pour vous procurer l'ouvrage L'économie africaine 2026 dans son intégralité, mais aussi consulter très vite la version en libre accès de l'économie africaine 2025. C'était Grande Ligne, un podcast des éditions Agence française de développement créé par Elsa Murat, produit et réalisé par Étienne Charrière, avec Niwin, montage Éric Thauvin, et au micro Sabrina Adjajaou qui vous dit à très bientôt sur vos plateformes d'écoute favorites.